Je sais que tu te demandes ce qui se passe ici. Que toi, Mano? Qui est ce type? Cet inconnu à la table, je ne sais pas qui c'est. Tu sais d'ici? Ramène-moi le morceau. On dirait une Quantum sans galerie. On va mettre une Quantum dans la bande, moi. Merde. Les gars, J'ai oublié le chapeau. Mec, sérieux. Je me suis juste rendu compte que je ne l'avais pas. Parce que, évidemment, je ne viens pas habillé avec un chapeau, non? Je le porte à la main. Mince. comment ça, tu ne dors pas avec un chapeau? Eh bien, je ne prends pas de douche avec un chapeau. Ça, moi? Regarde ça, avec Jackson. Avec Michael Jackson. Demande, gamin. Mais All Boys, mec, cette génération de la panique, c'est... Bon, d'accord. C'était vraiment nul, sérieux? Demande gamin. Pour les auditeurs, aucun changement. Pour les spectateurs, c'est ridicule. C'est ça, les gars. Pour ceux qui écoutent, une précision, je n'ai pas de chapeau. Voilà, j'ai oublié mon chapeau en chemin et je me suis dit, bon, aujourd'hui, l'épisode sera comme ça. Mais nous sommes là pour un nouvel épisode. Non, et oui, de session réserve. De la session réservée, les gars, même si vous doutez, en face de moi, c'est Kako. Cette vidéo sort sur sa chaîne. Au cas où tu ne serais pas abonné au Chaudron, fais-le. Abonne-toi à ce stade si tu n'es pas encore abonné. Mon pote, je vais te dire un truc, t'es vraiment à la traîne. Alors abonne-toi. Laisse ton like ici, déjà dans la section réservée. Dès que la vidéo sort, écoute-nous aussi sur Spotify et mets-nous 5 étoiles. Parce qu'on va arriver à un moment, à un épisode qui touche le cœur et l'esprit des gens. Celui-là touche vraiment. Ce sujet, je l'ai proposé à Thiago comme ça. Parlons-en ici parce que c'est un sujet sympa à aborder. Et on en parle toujours avec beaucoup de parti pris. Oui, il faut le dire comme ça, toujours avec un parti pris. Et c'est un sujet qui d'abord suscite la discussion, beaucoup de débats. Le monde des maraudeurs, c'est un monde qui existe, un univers essentiellement construit dans le monde des fanfictions aussi. Donc ce sont des personnages qui touchent la tête, le cœur, l'esprit des gens. Les gens sont passionnés par eux. C'est ça. Et d'un côté, nous avons un grand admirateur de Severus Rogue, n'est-ce pas? Ici, la vidéo est même en vert, en hommage à Severus Rogue. Oui, j'aime bien Rogue. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va devoir parler de la personnalité et de qui sont chacun des maraudeurs. Pour qu'on essaye de comprendre ce qui fait qu'ils sont aimés, détestés, débattus, je pense que c'est important qu'on en parle. Et James, la grande question de cet épisode est les maraudeurs, des idiots qui ont mûri ou des brutes qu'on a laissés passer? À débattre? excellente question, tu sais. C'est vraiment une excellente question parce que je pense que oui, peut-être qu'on ferme un peu les yeux sur certaines attitudes, mais il faut aussi prendre en compte l'époque, le contexte et ce qui se passait à Poudlard, là dans les années 70. Et Poudlard, en soi, c'est déjà une école qui te divise en 4 maisons. Sachant que la plupart des membres de cette maison sont des sorciers des ténèbres, seuls nous sommes raffinés. C'est-à-dire, je pense que ça crée déjà une rivalité naturelle. Je regardais même ça parce qu'étudier à Poudlard, automatiquement, je ne sais pas si dans le contexte de la routine des élèves au quotidien, la plupart, il y a toujours cette rivalité, mais on nous a présenté une histoire de Harry Potter, l'Empire de Falunopolis, où cette rivalité était très forte. La floraison, hein? La floraison? Je pense que le truc avec les maisons, au début, hein, bien sûr que là-bas, à l'époque des fondateurs, c'était déjà quelque chose d'assez séparatiste. Oui, c'était déjà un peu du genre ah, je veux celui-ci, je veux celui-là. Et puis il y a Helga, qui était la plus grande. Ma nouvelle maison, n'est-ce pas? Je vais enseigner à tout le monde et les traiter comme des égaux. Ça devrait être la devise de Poudlard. Tu vois? Et puis on a nos différences, n'est-ce pas? Mais je pense qu'au début, ce n'était pas aussi prononcé, tu vois? Ce n'était pas quelque chose d'aussi... Il y avait une certaine compétition, une certaine rivalité, mais saine. Mais au fil des années, je pense que surtout après Salazar, après ce qu'il a essayé d'instaurer la base à Poudlard, ses volontés, son idéologie, je pense que cela a fini par prendre plus d'importance. Tu vois, dans cette compétition, cette rivalité entre eux, et puis je pense que certaines périodes de l'histoire ont renforcé cela, comme après Voldemort aussi, tu vois. Et on suit vraiment le début là des maisons vraiment très très rivales et d'une manière même un peu
Je pense que les livres, au tout début de l'histoire, là, à l'école des sorciers, n'est-ce pas, au tout début de toute l'histoire, on nous présente une vision très simpliste des maisons, n'est-ce pas? Les maisons ont été mieux développées par la suite. Elles ont été développées de façon plus approfondie après. Et je pense que ce qui est beaucoup venu à partir de cela, euh, de ce qui a provoqué ce changement dans la réalité, ou d'ajouter plus de choses, c'était la base de fans qui a commencé à s'identifier aux autres maisons. Oui, n'est-ce pas? Et là, eh bien, cela a été remarqué, et puis, eh bien, ils ont commencé à ne pas. En réalité, toutes les maisons ont leur importance, ont leur valeur, et cela, de nos jours, est une idée plus acceptée. Tu vois, de nos jours, on n'a plus cette vision du genre ah, c'est Serpentard, tout le monde est méchant. Ah oui, pouf souffle, ce sont les perdants. Tu comprends. Du genre les inutiles, hein, tu vois. Avant, on avait cette vision-là. On discute. Par exemple, pense à l'épilogue, tu vois. Là-bas, dans le dernier chapitre des Reliques de la Mort, on a Harry qui parle avec son fils. Ah, il était à Serpentard, mais c'était l'un des sorciers les plus courageux que j'ai jamais connus. Ça, sans parler de Rogue, mais c'est vrai. Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que les maisons ont évolué. Je crois que l'auteur a placé des personnages dans des maisons où tu te dis, mince, mais regarde ça. Regarde Norbert Dragono. Et puis Dragono à Poufsouffle, ou Luna, qui pour moi est un excellent personnage de Serre d'Aigle. Et puis, on a aussi, par exemple, Horace Slughorn, qui est un professeur plein de crainte, un peu effrayé par Serpentard, mais c'est un bon gars, au fond, oui. Donc, ce genre d'association a existé. Je crois que je n'oublierai jamais Ron quand je suis allé voir à l'école des sorciers, qui dit qu'il n'y a pas de sorcier mauvais qui n'ait pas été à Serpentard. Et le premier film et le premier livre, naturellement, créent cette grande rivalité. La première interaction, parce que je pense que dans cet épisode, 6 personnages sont importants, d'accord? Les 4 maraudeurs, Severus, Snape et Lily. Parce que beaucoup de gens disent que James a mûri. Plus tard, en 6e, 7e année, et les choses ont changé. On vivait une première guerre des sorciers à cette époque. Mais la première interaction de Snape avec James concernait des affaires de Poudlard. Pour les maisons, c'est bien là que tout a commencé, non? Oui. C'était à propos d'une rivalité entre les maisons de Poudlard. Et cette rivalité entre les maisons. Il est aussi très important qu'on comprenne cela. C'est pourquoi je pense, comme je l'ai dit au début, hein, qu'on fait toujours les choses de manière très biaisée. Et je pense que ce serait vraiment intéressant. Pour aborder ce sujet, essayons de regarder de l'extérieur, comme si nous étions des étudiants de Poudlard. D'accord, mais j'ai compris. J'ai compris. Regardons d'un autre point de vue, neutre, complètement neutre, impartial, vraiment impartial. Pas vraiment. Quand on nous présente là-bas, il y a toute cette question de Serpentard et tout, parce que c'est la maison de Voldemort. Et on est là, on adopte automatiquement le point de vue de Harry, n'est-ce pas? Et là, mec, vraiment ce premier contact entre eux dans le Poudlard Express, là, Thiago et Sirius, ils n'avaient même pas regardé Liliane et Rogue. Dans le train, ils échangent vraiment leur première pique et leur première interaction quand ils parlent de la maison, n'est-ce pas? Quand Rogue dit «Oh, j'espère que tu iras à Serpentard». Et là, ils regardent comme ça, un peu du genre «C'est quoi cette histoire? Comment ça, Serpentard?» Non, c'était des enfants de 11 ans. 11 ans, d'accord, très bien, ok. Dans leur wagon de Poudlard, ils discutaient s'ils seraient choisis par une certaine maison. Exactement. Et les autres, là, Thiago et Sirius, s'immiscent un peu dans la conversation. Là, dans le... Liliane et Severus. Et ils sont déjà devenus amis dans le wagon, tous les 4. Exactement. James et Sirius sont devenus amis, là, n'est-ce pas? Dans le wagon, oui. Mais Liliane et Severus, eux, ils l'étaient déjà. Non. Oui, mais je parle de Peter Pettigrew et Lupin. Non. Non, ce n'était pas après, mais comme ça. Et ce truc du wagon, cet événement du wagon, il est important aussi, parce qu'il ne montre pas seulement, disons, le préjugé des Gryffondors contre les Serpentards, mais aussi celui des Serpentards contre les Gryffondors. Severus en parle, non? Ah, si tu préfères avoir des muscles au lieu... Enfin, si tu préfères avoir des muscles au lieu d'un cerveau, tu vas à Gryffondor, non? Et Sirius répond, ah, et toi, si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu vas dans quelle maison, tu vois? Donc tu vois déjà que Severus avait cette vision de Gryffondor, que c'est la maison, genre, pour donner un exemple moldu, ici, c'est la maison des joueurs de football américain.
Ouais, c'est ça. Et genre, De film cliché. C'est le quarterback, c'est le quarterback. Thiago, c'est le quarterback, c'est le gars populaire. Mais tu ne regardes pas seulement ça. Regarde comme c'est curieux, non? Sirius dit ça, et j'ai toujours pensé que Sirius, parmi les 4 maraudeurs, était le plus impulsif de tous. Donc Aham, c'est dans le sens, pas négatif, dans le sens où il parle, où il a une idée qui finit, je sais pas, par être lancée. Alors, je réfléchis à la personnalité de chacun. Mais avant qu'on en arrive là, revenons à ce wagon. oui, non, et cette partie du wagon a aussi un moment sympa, qui montre un peu plus de nuances. Comme ça, des personnages, Thiago dit quelque chose à propos de Serpentard, et là Sirius dit mince, toute ma famille était à Serpentard. Ouais, et puis Thiago plaisante encore. Ah, je pensais que t'étais cool, mec. Ah, tu sais, alors. Là, on voit que Sirius va à Gryffondor. C'est un tournant, ah non, dans la tradition familiale des Blacks et tout ça. Et il s'éloigne de ce truc d'aller à Serpentard? Il s'éloigne de ça? Non. De cette image, de cette idée que tous les Blacks sont dans cette maison, enfin. Et Severus espère que Lily ira à Serpentard, et elle va aussi à Gryffondor, mais ça ne les éloigne pas tous les deux. Même ainsi, ils continuent à avoir leur amitié, bien sûr. Hein, n'est-ce pas? Il s'éloigne naturellement, non? Ils respectent leurs horaires, leurs affaires, mais cela n'affecte pas leur amitié. Ils restent en contact, bien sûr, mais les choses vont vraiment empirer quand le point culminant de leur dispute arrive. C'est-à-dire quand Severus insulte Lily en l'appelant sang de bourbe. C'est pendant leur 5e année, n'est-ce pas? 5e année, donc ça fait 5 ans d'amitié. Ils sont restés en contact, même en étant dans des maisons différentes. La 5e année, on parle de 1976, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont entrés à Poudlard en 71. Le père de Harry, n'est-ce pas? C'est ça. Ils sont nés en 60, là, James, tous 1960. Alors ils entrent à Poudlard en 71. Donc, 1976 et 77, c'était le sommet de la Première Guerre. Brusa. Oui? Oui, le sommet. Et Thiago et Sirius se lient d'amitié dans l'Express. Ensuite, ils rencontrent Lupin, n'est-ce pas? Et Lupin avait déjà un peu rencontré Pedro. Ils s'étaient déjà un peu connus. Lupin avait déjà un peu aidé Pedro. Là, ils sont bien un petit groupe, les 4. Et vraiment, Thiago était un gars. On doit parler du contraste entre Thiago et Harry. Alors que Thiago était super gâté, il l'était vraiment. Thiago était super gâté. Thiago, disons-le comme ça peut être un exemple un peu polémique, mais Thiago était un Draco. Malfoy de Gryffondor, c'est ça, la façon dont il était traité. Un riche, oui, c'est ça, une famille riche gâtée, tu comprends, mec? Super comparaison. La seule différence, c'était l'idéologie qu'ils avaient, non? Thiago n'avait pas ce truc de pureté du sang, rien de ce genre, mais il était gâté, il avait toute l'attention du monde. Ses parents étaient plus âgés quand Thiago est né, donc en fait Thiago avait tout. C'était une famille très riche, donc c'était 7 enfants, tu sais, 7 enfants à qui on ne dit jamais non dans la vie. Oui, Mais il n'était pas plein de préjugés. Il n'était pas plein de préjugés, contrairement à Draco Malfoy, qui lui l'était. Il était plein de préjugés. il n'était pas plein de préjugés jusqu'à un certain point. Il n'était pas plein de préjugés. Contre les nés moldus, il n'avait pas l'idéologie de la pureté du sang, mais il avait une vision déformée des Serpentards. Oui, c'est un préjugé. Ce n'est pas un préjugé, disons, comparable au préjugé du sang. Là-bas. Parce que cela a clairement Ting, des années et des années d'oppression des sorciers envers les nés moldus, les sans-mêlés, n'est-ce pas? Mais sa vision était déformée. Pour lui, tous ceux de Serpentard ne valaient rien, cette maison non plus. James pensait ainsi. Mais tu ne trouves pas ça naturel pour l'époque où il vivait? Par exemple, imagine que tu sais que le plus grand mage noir venait de la maison Serpentard. D'accord, c'est Lord Voldemort, ok? Lord Voldemort est un gars qui a étudié à Serpentard. Je pense qu'il y a un préjugé naturel, oui, genre, mec, on va regarder cette maison un peu de travers parce que franchement, le plus grand sorcier, à part Dumbledore, venait de là. Il venait de cette maison, donc il faut surveiller les élèves qui y étudient. Je pense qu'il était naturel de mal parler de Serpentard. C'est un peu comme un culte, tu vois? Ouais, je pense que c'était ça. C'est compréhensible, mais je pense que c'est une erreur de la part des personnages de juger tout le monde pareil. Ouais, Ouais. généraliser. Ouais, généraliser, tu vois, c'est une erreur. Mais on parle de
il faut toujours insister sur le fait qu'on parle d'enfants, non? Des enfants qui vont devenir des adolescents et qui vont avoir cette expérience-là à l'école. L'école, c'est déjà quelque chose de difficile, c'est déjà quelque chose. La vie en communauté, c'est déjà quelque chose de complexe. Un truc que, bon, tout le monde qui a déjà été à l'école sait comment c'est. C'est un défi pour certains, n'est-ce pas? Pour d'autres, pas tellement. Enfin, mais c'est un défi. C'est ce genre d'environnement et cette rivalité entre les maisons y a beaucoup joué. Et puis Voldemort venait de Serpentard, non? Et que les gens aient encore plus ça? Pas tous, mais la réputation veut que la plupart aient cette tendance à la pureté du sang, n'est-ce pas? Justement aussi à cause du fondateur. Bien sûr que ça aide cette vision. J'ai oublié le fondateur Salazar qui a lancé l'école avec cette vision. Donc c'est une vision que les gens des autres maisons ont vraiment et qui est compréhensible. Mais je pense que s'il manque la volonté de connaître les autres personnages là-bas, les autres élèves, alors on finit vraiment par avoir une vision généralisée. Nous, là, qui avons étudié dans les années 90, c'est très difficile. Les gens qui regardent peuvent être d'accord ou pas. Mais ceux qui ont étudié à l'école, je pense que dans les années 80, 90, subir du harcèlement et en même temps en faire subir, c'était quelque chose. Et je ne parle pas du harcèlement sadique, tu vois. Je ne parle pas du harcèlement parce que je pense, par exemple, on va arriver à ce que les maraudeurs ont fait à Severus. Oui, car pour moi, c'était de l'humiliation. Ce n'est pas ce harcèlement soi-disant amusant qui n'existe peut-être même pas. Fair play. Mais je pense que même dans le harcèlement, il y a un fair play, surtout si l'autre ne se sent pas mal. Je parle de l'époque où j'étais à l'école, pas d'aujourd'hui. Tu vois, je pense que le harcèlement, c'est différent de cette petite rigolade à laquelle on était habitué. Tu vois, c'est comme ça, quelqu'un se moque de toi, prend ta trousse et la jette, puis tu jettes une feuille, le cahier et attaches le sac à dos à la chaise. Ça, c'est de la rigolade entre amis. Je dis ça car j'ai subi du harcèlement et aussi taquiné, mais j'ai souffert. Appelons ça de la rigolade. J'ai plaisanté avec mes amis et eux avec moi. Non, moi aussi je faisais ça, mais bon, il y avait les blagues. Mais moi, tu vois, je ne vais pas dire que c'était du harcèlement, mais il y avait une certaine personne. Évidemment, toi, je ne vais pas citer de nom, mais j'espère vraiment qu'il meurt de la pire façon. Mais il y avait une personne qui volait mes affaires, qui genre, ouais, me menaçait, tu vois. Donc c'est comme ça. C'était quelque chose de plus grave, C'était au-delà de la rigolade. Ce n'était pas juste un truc, tu vois, pas autant. tellement que tu ne l'as jamais oublié. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je me dis qu'à l'époque, j'aurais pu lui foutre un coup de poing dans la gueule, tu vois? Mais je sais pas. Mec, j'avais bien plus peur de ce qu'ils allaient penser à la maison. Ah, d'accord. Oui, parce que, tu vois, je suis le plus jeune, mes frères, tout ça. J'ai seulement une sœur et 2 frères, et mes frères étaient tous comme ça. Tu vois? Bah non, tout, tu sais, ce genre de mec bagarreur, tout ça. Mon père aussi était comme ça, mon père, pareil. Si tu te faisais frapper dans la rue, tu rentrais à la maison et tu te faisais frapper aussi, tu vois? J'avais davantage peur de ce qui pouvait m'arriver chez moi. J'avais plus peur que le harcèlement dise qu'il y avait quelqu'un qui m'embêtait que d'affronter vraiment, tu vois? Donc c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il y a une différence entre le harcèlement et la simple taquinerie, parce que la taquinerie normale, moi aussi je l'ai fait, moi aussi je plaisantais. Genre, je sais pas, hein, je vais donner un exemple d'une bêtise que j'ai faite à l'école, je sais pas. Guerre de fruits. Il y avait un pied de citron près du terrain de l'école. Mec, on prenait ça et on foutait vraiment le bazar, tu vois, on lançait et tout. Mais entre connaissances, ce n'était pas. Je n'allais pas vers quelqu'un et lui lancer quelque chose sur la tête, tu vois. Ce n'était pas ça. Donc il y a une différence. Le harcèlement, c'est vraiment le fait que la personne soit humiliée. Tu vois, ce que je pense des maraudeurs, aussi bien Sirius que Thiago, non? Lupin, un peu moins. Il n'était pas aussi à l'aise, mais il n'évitait pas non plus. Parfait, il ne demandait pas. Je ne suis pas pour, mais aussi, si tu veux, je ne vais pas dire que c'est mal. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il craignait de perdre ses amis, étant un loup-garou et tout. Alors, le truc, c'est qu'ils aimaient vraiment embêter Severus Rogue. Je ne dis pas que Severus Rogue était, waouh, un saint,
et qu'il n'était pas du genre à se faire embêter, disons-le comme ça. Lui aussi embêtait les autres. Dans le train, on voit déjà cela et tu as dit quelque chose d'intéressant, la blague, le harcèlement et l'humiliation. Je crois que ce qui s'est passé dans le train était une blague d'enfant. Oui, ce n'était pas vraiment une plaisanterie. C'était vraiment un échange de piques, mais ça n'est pas allé plus loin. Ça aurait pu s'arrêter là, tu sais. Ça aurait pu en rester là. Franchement, je ne supporte pas ce gamin. Ça n'a rien à voir. Ouais, je vais juste éviter d'interagir avec lui et mes potes du collège. Sauf que Severus Rogue, quand il arrive à Poudlard, il connaît déjà plusieurs arts obscurs. Ça, c'est une information qui est dans le livre. Et le groupe avec lequel il traînait était tout aussi mauvais que les maraudeurs. Voire pire, parce que ses petits copains attaquaient aussi les gens. Tu comprends? Ce n'est pas une victime. Et sans compter que son cercle d'amis était composé de personnes qui étaient pleines de préjugés. Exactement. Ces personnes allaient devenir des mange-morts. Et des personnes qui attaquaient les autres, pas seulement par préjugés sur la pureté du sang, tu comprends? Severus Rogue fréquentait tellement ce groupe que Lily l'a confronté. Franchement, ce groupe-là n'est pas drôle. Je n'appellerais pas ça une blague, ce que ton ami a fait, tu comprends? Avec l'autre élève, ce n'est pas une blague, tu sais? Et là, Severus Rogue réplique même: Oui, mais James alors? Et je ne sais quoi, tu sais, ce genre de truc. Ah, et James, tu ne dis rien sur lui, hein? Il fait ces choses, mais James attaquait vraiment les gens pour montrer qu'il en était capable. Du genre, il transforme la tête d'un gamin en citrouille, juste parce qu'il savait faire ce sort débile, tu vois? James, il avait un truc de... Pour moi, c'était un gars super charismatique. C'était un leader né, tu vois, si jamais il... Penser, Des maraudeurs. C'était lui le chef, non? Un gars qui aimait être le centre de l'attention. Les livres disent qu'il se promenait avec le vif d'or juste pour se faire remarquer. Ce gars-là était... il se prenait pour quelqu'un. Il se prenait vraiment pour quelqu'un, oui. Les maraudeurs formaient un groupe vraiment unique, n'est-ce pas? Si on y réfléchit bien, Lupin était un gars qui, franchement, a grandi en se sentant marginalisé parce qu'il était un loup-garou. Il y a toute cette question, tu vois? Et c'est intéressant ensuite de prendre et de parler de certaines attitudes des personnages adultes aussi pour voir qui a vraiment mûri et pourquoi certains ne l'ont pas fait. On a un Pedro Pettigrew complètement insécure qui veut appartenir à un groupe Je ne sais pas, d'être protégé. de n'importe quelle manière, non? Un gars totalement insécure qui voulait des amis. Nous avons Sirius qui a pour moi un problème très sérieux qui commence déjà dans sa famille. Oui. Et là, tu vois que c'est un gars rebelle, Sirius. Il me rappelle, tu sais, celui-là. Pour moi, parmi les maraudeurs, c'est lui le plus rebelle. Le caïd qui est un caïd à cause de ce qu'il subit chez lui, c'est... C'est un gars. Je dirais que Sirius serait ce genre de gars qui, je ne sais pas, casse une vitrine lors d'une manifestation, mais pas de façon négative. C'est un gars qui est contre le système. Je ne sais pas, tu vois. Je vois Sirius comme ça, plus impulsif, plus rebelle, différent de Thiago, qui est un gars plus vaniteux. D'accord? C'est ce que je pense. À propos de chacun. C'est une bonne vision. C'est une bonne vision. Et pour Sirius, je pense qu'il a aussi cette vision de Serpentard. À cause de la famille, hein, non? Donc, lui et Sirius, ils aimaient vraiment embêter Rogue, parce que c'était une inimitié qu'ils ont créée. Dès le premier jour, là dans le train. Et à partir de là, c'était un truc du genre, mec, lui, j'aime bien l'embêter, tu vois. Et voilà. Je sais que Sirius Black est peut-être ton personnage préféré. Moi aussi, j'adore Sirius, surtout adulte. Je le trouve merveilleux. Gary Oldman aide beaucoup parce qu'il est excellent. Penses-tu que Sirius Black avait le plus de potentiel des quatre? Le fait qu'il soit si impulsif, c'est ce qui faisait que les maraudeurs étaient étiquetés. Je vais prendre un exemple, comme lorsqu'ils font cette farce à Severus Rogue. Oui, c'était l'idée de Sirius. Et à la dernière minute, James regrette, mais je ne pense pas que Sirius ait pensé « Oh, ça pourrait tuer Severus Rogue ». Non, je ne le vois pas comme ça, d'accord? Je pense que c'était aussi une blague du genre « On va lui faire peur ». Oui, c'était une blague idiote. Mais c'est bien qu'on évoque cette blague, alors C'est quoi cette blague? Severus Rogue voulait savoir ce qui arrivait à Remu Lupin, car il disparaissait chaque nuit et le soupçonnait d'être un loup-garou. Et donc il voulait que les gens découvrent ça, c'est-à-dire regardent jusqu'où allait leur rivalité. Je vais dire cela sur Severus Rogue, et peut-être que ceux qui l'aiment réagiront. Ah mais là tu es biaisé, parce qu'avec les maraudeurs tu dis que c'est léger, non?
Moi, je trouve les attitudes des maraudeurs vraiment stupides. Là, le point, c'est que on ne peut pas arrêter de dire que Severus Rogue, il faisait des choses qui penchaient beaucoup plus vers le préjugé. Genre, tu sais que le loup-garou est marginalisé. Tu sais, le loup-garou est marginalisé. Alors pourquoi tu voudrais le dire à tout le monde que le gars est un loup-garou? Dans quel but? Non, c'est une attitude vraiment basse, non? C'est une attitude qu'il a même en tant qu'adulte, ça, c'est... Il continue, c'est pourquoi j'ai dit qu'on discuterait plus tard des attitudes de chacun à l'âge adulte. Donc, comme Severus Rogue essayait toujours de trouver un moyen de faire expulser les maraudeurs, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis que, mec, dans certaines situations, c'était vraiment du harcèlement. Dans d'autres, c'était la guerre, c'était des échanges d'attaques. Tu vois? Est-ce que c'était lâche de la part des maraudeurs d'avoir attaqué Severus Rogue tout seul? Les fois où ils l'ont attaqué, genre 4 contre 1, enfin 3 contre 1, parce que Remus Lupin n'attaquait pas, c'était évidemment lâche. Surtout quand ils mettent Severus Rogue la tête en bas, non? Ils utilisera son propre sort contre lui, le Lévicorpus. C'était de la lâcheté, non? Ils étaient plus nombreux, donc forcément de la lâcheté. Et le truc avec Severus Rogue, cette histoire de vouloir découvrir le loup-garou, de vouloir faire expulser les maraudeurs, c'est ce qui a poussé Sirius. Ah, donc tu veux découvrir? Alors d'accord, regarde, pour réussir à passer par le saule cogneur, il suffit d'appuyer sur le petit nœud là, appuie dessus et tu vas découvrir que D'ailleurs, ce n'est pas dans le film, n'est-ce pas? il n'y a pas. Appuie et tu verras. Le Bichento qui aidait pour entrer me manque vraiment. Meg Bichento en train de parler avec le... Sirius. Sous forme de chien, ouais. Mec, c'est trop cool de le voir protéger Patenron, protéger Sirius. Quand Harry va se battre avec lui, Harry donne un coup de pied à Patenron. Mec, c'est trop cool, non? Enfin. Et alors Sirius? Je ne pense pas que Sirius, je ne sais pas. Mais ce que tu as dit a du sens. C'est genre, tu veux tellement découvrir, d'accord? C'est comme ça qu'on fait là-bas pour que tu puisses aller découvrir. Et là, je ne sais pas si c'était un truc genre, il voulait juste qu'il voie le loup-garou et qu'il soit genre terrifié. Et il n'a pas pensé que ça pourrait être extrêmement dangereux. Ou s'il l'a vraiment fait exprès, hein, genre vas-y pour te faire attaquer, tu vois? Hein? Honnêtement, en voyant comment est le personnage Sirius, je ne pense pas que ce serait le cas. Et Il a vraiment fait pour qu'il se... blessé, n'est-ce pas? Ouais, il n'a pas fait ça pour genre vraiment attaquer Severus, au point que Severus, je sais pas, soit tué, tu vois, je pense. Et là, James, voyant la merde que ça allait donner, a dit putain, t'es fou, mec, tu sais ce truc de pote, genre t'es dingue. Pourquoi tu fais ça? C'était quelle année? À peu près, T'étais en cinquième. Ah, en cinquième. Donc c'était avant la dispute avec Liliane. Alors, c'était ça, tu vois. Je pense que, à mon avis, tu vois, Thiago s'est dit, bah ça va vraiment mal tourner, pas seulement pour lui, mais aussi pour nous. Donc t'es fou, on n'y va pas. N'y va pas. Et il empêche Severus d'aller jusqu'au bout. Non. Avant qu'il voie Rémus, il voit Rémus transformé, mais Albus lui fait jurer de ne le dire à personne, n'est-ce pas? Pendant la période scolaire, là, je trouve ça intéressant de faire un parallèle. En avançant un peu dans le temps, on reviendra à cette partie-là. je voudrais en parler un peu plus en détail plus tard. Je pense que ce serait bien qu'on développe un peu plus sur cette question de l'amitié. En arrivant à la fin de la relation entre Severus et Lily, Bien sûr. Mais je veux faire ce parallèle parce que ce sont les mêmes personnages qui sont directement liés ici. Et puis on voit ça dans Le Prisonnier d'Azkaban, Severus Rogue dans le livre. Hein. Dans le film, on ne voit pas ça, mais dans le livre, on voit un rogue avide de vengeance. Il veut livrer Sirius, il veut être responsable de ça, il veut le faire parce que c'est une question d'honneur pour lui. Et ça laisse s'entendre. Dans le livre, vous pouvez même le lire. J'ai relu le livre il y a 2 jours parce que je faisais un script. Je l'ai vraiment relu en entier. Et il y a un moment où la porte de la maison des hurlements s'ouvre. C'est écrit comme ça. La porte s'est ouverte toute seule pendant qu'ils étaient à l'intérieur. Et Severus Rogue est sous la cape d'invisibilité, donc Severus entend une partie de tout ce qui se passe là. Alors, il a compris au moment du climax du livre. donc comme ça, il a compris que Sirius était innocent, il a compris le truc, mais il ne veut pas savoir. Pour lui, on dirait que ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas en train de dire « Oh là là, Severus ». Il va jeter à la poubelle toutes ses promesses de protéger Harry. Non, parce qu'une chose n'a rien à voir avec l'autre. Et c'est bien plus fort que lui.
que sa raison, c'est bien plus fort que ses actions, que sa logique. C'est quelque chose qui est un traumatisme chez lui. Tu vois, c'est un traumatisme, C'est un déclencheur, non? c'est un déclencheur, c'est quelque chose qui le rend vindicatif. Il insulte: «Tais-toi, espèce d'idiote! Tu ne comprends rien, hein? Et Harry, tu es pathétique. Tu n'écoutes pas juste parce qu'ils t'ont pris pour un idiot à l'école, tu vois?» C'est quelque chose qui touche vraiment Severus Rogue. C'est vraiment une question de déclencheur, c'est beaucoup. Parce que Severus Rogue, dans les livres, il est complètement incontrôlable émotionnellement. Contrairement à la version d'Alan Rickman, qui est un homme complètement différent, on dirait qu'il contrôle toutes ses émotions. Quand Severus Rogue, dans les livres, il insulte, il perd le contrôle, il commet des excès, c'est un professeur qui n'est certainement pas à sa place, c'est sûr. Non, tellement que le... Il ne devrait pas être prof, mec. Tellement que tu sais, à la fin du prisonnier d'Azkaban, quand Sirius s'échappe, il arrive furieux. Il dit qu'il y avait la main de Harry là-dedans et Fudge lui répond: «Mais enfin, Rogue, t'es fou, mon frère. Le gaz était enfermé ici, non?» Il n'avait pas complètement tort, tu vois. Harry était impliqué, mais bon, c'est ça. Et là, quand Dumbledore dit à Rogue qu'il a convaincu Fudge que Lupin était là pour essayer d'aider Harry, c'est la goutte d'eau. Parce qu'il allait recevoir l'ordre de Merlin, tu vois. Il allait être interviewé pour avoir sauvé Harry, pour avoir capturé Sirius. Et là, il va raconter aux élèves de Serpentard que Lupin était un loup-garou, alors que les professeurs savaient déjà que Lupin était un loup-garou. Et là, il le dit exprès, juste parce qu'il était contrarié, tu vois. Ce n'est pas l'attitude d'une personne mature et... Et ce départ de Lupin de son poste, même s'il y a toute cette histoire qu'aucun professeur de défense ne reste plus d'1 an, mais j'ai trouvé que c'était l'un des départs de professeurs les plus tristes. C'est parce qu'il est excellent, mec, c'est triste. Même avec sa condition de loup-garou, c'est un excellent professeur. Tu sais ce qu'on remarque? On voit beaucoup le contraste entre Lupin et Rogue, par exemple. Lupin ne rabaisse pas, tu vois. Chacun a souffert dans son histoire. Rogue a toute sa souffrance par rapport à Lily, le regret qu'il portait. Mais tu sais ce truc? Eh bien, je fais face aux conséquences de mes actes. Il a révélé la prophétie à Voldemort, il a causé la mort indirectement, il a été l'un des responsables. Même s'il a parlé à Voldemort sans savoir de qui il s'agissait, il a poussé Voldemort à aller après eux, et il a aussi causé. C'est à sa demande que Lily a eu le temps de se mettre là, à la place de Harry, devant Harry, et d'avoir fait le sacrifice qui a permis à Harry de survivre et à Voldemort de tomber. Alors, tu vois qu'on ne peut pas analyser une attitude et dire que c'est idiot ou dire que c'est héroïque. Il n'y a aucun moyen de faire ça avec aucun de ces personnages. Donc, Severus Rogue a toute cette souffrance, et Remus Lupin a la souffrance d'être marginalisé, d'être un loup-garou, de ne pas avoir de travail, tu vois, de ne pas avoir... Et là, tu vois à quel point ils sont très différents une fois adultes, tu vois, au niveau de la maturité. Severus Rogue, tu vois, depuis qu'il a changé de camp. Là, il menait une vie confortable à Poudlard en tant que professeur, parce que c'était un gars contre qui il n'y avait absolument rien. Dumbledore avait témoigné là-bas, disant qu'il était de leur côté, n'est-ce pas? Pendant la période des procès, quand Voldemort est tombé et que Severus Rogue est resté là, au poste de professeur, toutes ces années, bien confortablement. Pendant que Remus Lupin galérait, il ne mangeait pas des ordures, mais il avait des difficultés à trouver du travail et était marginalisé. Et puis Remus Lupin arrive à Poudlard, et il traite Severus Rogue avec camaraderie comme un professionnel, n'est-ce pas? C'est pas. Il ne permet même pas aux autres élèves de dire du mal de Severus Rogue. Par exemple, Harry, quand Rogue lui apporte la potion, n'est-ce pas? Et Rogue qui prépare la potion pour Lupin, tu vois. Il prépare la potion, il l'apporte, Harry est là dans la salle en train de parler avec Remus Lupin, et là Severus Rogue dépose la potion et s'en va. Harry dit: «Ah, tu vas la prendre?» Le professeur Rogue aime beaucoup les arts. Oui, le professeur Rogue aime beaucoup les arts obscurs. Et alors Remue Lupin? Ah, c'est intéressant. Genre, il ne prolonge pas, il ne... Tout simplement pas. Oui, il ne l'encourage pas, non, il ne le fait pas. Il n'encourage pas ça. La méfiance de Harry, n'est-ce pas? Et lui, plus que quiconque, connaît Severus. Oui, il pourrait faire ça si c'était Severus. Comment serait Severus? C'est sûr, tu comprends?
Il encouragerait, il gronderait, tu sais, oui, comme il fait avec les élèves de Serpentard. Donc, on a cette différence de maturité. Je pense que Rémus a toujours été le plus posé des quatre, il a toujours été. Il n'empêchait pas, c'est ce qu'on a dit, hein, il n'était pas d'accord, mais il n'empêchait pas non plus. Et il est adulte, il avait une certaine maturité, peut-être à cause des choses qu'il a traversées, enfin. Quant à Sirius, adulte, il est aussi mature, parce que là, il y a son histoire. Mais voilà, mec. Ah, Sirius est immature, adulte. D'abord, Sirius a 33 ans, 34 lors des événements d'Azkaban. Oui, 35, d'accord. Sirius Black a été emprisonné. Le gaz a été mis en prison tout simplement à 21 ans. C'est ça, oui. Et en se rappelant tout ce qui s'est passé avant la mort de Thiago et de Lyria, du gardien du secret, que en gros, ah, mettons ça sur Sirius, mais là, ah non, ça va être trop évident. Alors faisons Pedro Pettigrew. Personne ne va se douter que Pedro Pettigrew. D'ailleurs, à cette époque, c'est intéressant de dire qu'il se méfiait même de Lupin lui-même, De Lupin, car c'était un loup-garou. parce qu'on était en pleine guerre. Le loup-garou était déjà marginalisé, mais en pleine guerre, tout le monde en parlait. On ne va pas faire confiance au loup-garou, il peut changer de camp, tu vois? Exactement. Et du coup, je pense à ça, tu vois, dans le sens où Sirius va... Putain, je trouve que l'emprisonnement de Sirius est l'un des événements les plus cool. Genre, la façon dont il est arrêté, tu vois? Dans Harry Potter, il va chez les Potter, il laisse la moto à Hagrid et il part déjà à la recherche de Peter Pettigrew. Tu vois? Mais juste un point. C'est Sirius qui a suggéré ce changement de gardien du secret, non? Pour que ce soit Peter Pettigrew. Sauf qu'il a oublié la chose la plus importante, c'est que, en pleine guerre, Peter Pettigrew, il n'était pas seulement peu sûr de lui, il était faible émotionnellement, c'est ça. C'est un gars faible émotionnellement, en pleine guerre. Il va penser à lui-même. Et je n'arrive pas, mec, pour moi, c'était... Je ne sais pas, putain. Ce plan était stupide. Mec, laisse ça, Pedro Pettigrew. De Sirius, mec, c'était une bêtise, parce que Sirius, lui, il n'aurait jamais trahi. Si Voldemort, j'ai compris son plan, genre Voldemort ou les Mange-Morts vont penser que c'est moi et ils vont venir après moi. Donc en fait, c'était pour qu'ils viennent après lui, tu vois? Il serait torturé, il subirait tout ce qu'il faut et il ne parlerait pas parce qu'il n'était vraiment pas le gardien du secret. Ils ne pouvaient pas. Ils n'ont pas fait un bon plan. Si c'est pour mettre Sirius, alors il faut mettre l'ordre du Phénix pour protéger. Alors mec, mais c'est comme ça. Il y a Dumbledore là, tout le monde sait ce qui se passe, non? Le gardien du secret est très spécial. Il n'a pas besoin de protection car il ne révélera le secret que s'il le souhaite. On peut le torturer, on peut lui lancer des sorts et il ne le dira pas. Il ne parlera que s'il le veut. Sirius Black n'allait pas céder facilement et finirait par mourir ou devenir fou à cause du sort de torture. Exactement. Tu comprends? Il n'allait pas parler, mais je comprends. Il a voulu attirer l'attention sur lui et protéger, en plus de tout, protéger Peter Pettigrew. Tu as compris? Ah, je comprends un peu ce qu'il a voulu faire, mais c'est une attitude qui était... C'est que aujourd'hui tu regardes Peter Pettigrew. Mais tu vois, par la confiance, mec, par la confiance, tu comprends? Mec, c'est incroyable, non? Parce que même Peter Pettigrew étant ce gars-là, tu vois, je parie que tous les maraudeurs le regardaient et voyaient ça en lui. Ce gars faible émotionnellement, mais en même temps, c'est un gars qui aimait et avait besoin de leur amitié, et ils aimaient être là, tous les quatre ensemble. Et à quel point c'est difficile aussi, je pense que Peter Pettigrew est un gars qui, putain, est un personnage vraiment intéressant, aussi dans le sens de la complexité que c'est un gars. Être, c'est tomber. Tout simplement ne pas supporter le monde en guerre, comme ça. J'aime beaucoup, parce qu'il y a tout le monde, n'est-ce pas? Et là, on entre dans ce truc très superficiel par rapport aux maisons. Ah non, Hermione devait être à Serre d'Aigle, Pedro devait être à Serpentard, non. Le choix pot magique est génial, tout simplement. Il voit le potentiel de la personne, ce qu'elle peut devenir. Ça ne veut pas dire que la personne va forcément le devenir. La personne peut suivre un chemin différent, c'est ce qui est arrivé à Pettigrew, tu comprends? Il aurait pu suivre un chemin différent, mais il est tombé, il a été faible, il a cédé. Et Sirius crie là-bas à Azkaban, je préférerais mourir, trahir mes amis, oui. Et mec, c'est vraiment fou, non? Ouais, moi c'est une vision différente, c'est essentiellement la nôtre. Pierre Pettigrew c'est un lâche, mec, c'est un gars qui ne... Il a complètement oublié la question de la loyauté envers ses amis. C'est pour ça que non,
Il le dit même, non? Qu'est-ce que j'aurais à gagner quand ils... Ils sont là, non, en révélant tout ça. Qu'est-ce que j'aurais à gagner en me mettant contre Waldemar? Et Sirius dit, qu'est-ce que tu aurais à gagner? Des vies innocentes, tout simplement, non? Donc c'est vraiment le... Mais je ne comprends pas le. Mais là, Pedro Pettigrew, il commence déjà à montrer des signes de psychopathe. Quand il provoque cette explosion qui tue les Moldus dans la rue, Il le fait pour simuler sa propre mort, n'est-ce pas? Et pour incriminer Sirius, n'est-ce pas? totalement, mais là, il n'est déjà plus ce petit garçon insécure. Non, il devient un criminel, non. Il est un criminel, exactement. Il est un criminel, il est un meurtrier. Pour moi, c'est le moment où il change complètement. Non, il est un meurtrier. C'est terminé. Il n'y a pas de pauvre gars. Il a peut-être commencé comme ça, avec l'aide des maraudeurs, mais il a choisi une autre voie. C'est le déclic, non? Ce sont nos choix qui révèlent que... Mais son déclic change alors, mec, quand Sirius vient le chercher comme un fou. Avant Fod, il a eu le courage de livrer les Potter ici? C'est ça? Ah non, Oui, tu sais, je pense que mec, je suis père, alors ça me touche beaucoup que tu les aies livrés. Surtout en sachant qu'il y a un bébé, tu vois. La victime ne sera pas celle dont les parents meurent, mais un bébé sera tué, tu comprends? j'appelais Pedro Fritiguro faible, mais là, je change déjà d'avis. Non, un assassin lâche. Le gars, il était bien conscient de ce qu'il faisait, tu vois. Lui, il est lâche, il a choisi son camp, et c'est... Il est vraiment très lâche, mec. Et alors nous, je pense qu'un des points principaux de Sirius, de son immaturité, c'est qu'il a vraiment... Ok, il est resté tout ce temps en prison, il n'a pas eu ce temps de... Je sais pas. Lui, tu es à Azkaban, là, entouré de détraqueurs. Il dit lui-même qu'il n'a pas perdu la tête parce qu'il savait qu'il était innocent. Ce n'était pas forcément un souvenir heureux, donc les détraqueurs ne pouvaient pas s'en nourrir. Mais malgré tout, il était affecté par les détraqueurs. Donc ce n'était pas du genre waouh, imagine être emprisonné alors que tu es innocent. Tes meilleurs amis sont morts à cause d'une décision que tu pensais géniale. Oh? Mhm. Et le vrai coupable est libre là-bas. Comment vas-tu mûrir avec ça? As-tu déjà entendu un mème sur Sirius Black qui Inno- en agissant de façon genre innocente, sachant qu'il n'est pas coupable, pour prendre une photo, genre putain, pourquoi t'as fait ça, mec, il est innocent, mais le gars était sous le choc, mec, c'est... Non, et c'était vraiment un choc. Tellement qu'il arrive sur la scène du crime et il éclate de rire, tu vois, mec, il est en train de rire parce qu'il se rend compte à quel point non, à quel point tout a mal tourné, tu vois. Cela doit figurer dans la série à un moment. Pour moi, ce serait le début de la saison 3. Franchement, mec, je pense que... Pourquoi? Je pense que Sirius sera mentionné au tout début avec la moto, d'accord? Je pense qu'ils vont citer son nom. Mais je pense que dans la troisième saison, ils vont un peu revoir cette scène, tu vois. Ils vont montrer Hagrid qui va encore, je sais pas, chercher le bébé Harry et Sirius prête la moto. Et là, non, mais attends, il va pouvoir. Ah oui, parce que là, on le montre en train d'être arrêté. Il est arrêté pour cette raison. Merde, ça doit être l'ouverture de la saison. Ça va l'être. Ça va l'être, c'est comme ça. Je pense que ça enlève un peu du... Je ne sais pas si ça enlève un peu de mystère, parce que on doit comprendre que le mystère, il doit être maintenu. Qui est-ce? Peut-être ne pas le montrer allant là-bas à la maison et interagissant avec Hagrid, tu vois. Juste montrer. Je sais. Je pense que c'est une chose. Non, ce n'est pas le problème. Je pense que c'est parce qu'on entend le nom de Sirius dans le troisième livre. Quand il est mentionné à la télé, chez les Moldus, au journal télévisé, non? Alors, je ne sais pas si la série va suivre cette construction de mystère du livre, parce que c'est introduit là d'une manière où on ne s'en rend même pas compte, non? Un black, un fugitif, je ne sais pas quoi, chez les Moldus, là, on n'y prête pas attention, non? Mais ensuite, on se rend compte, ah, celui-là, Sirius Black, c'est un sorcier, non? Eh bien, peut-être que la série va suivre ce mystère, hein, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je pense que ce serait vraiment génial s'il faisait l'ouverture de la série. La première scène, ce serait Sirius qui accule Pettigrew et qui montre l'événement selon la version que les gens connaissent. Pettigrew qui se fait tuer, les Moldus retrouvés morts et Sirius qui se fait arrêter pour amener les gens à croire que c'est lui qui a fait ça, c'est cool, tu vois. Et ensuite, révéler que ce n'est pas le cas, parce que c'est compliqué, c'est un retournement de situation qu'on connaît déjà, non? Donc, c'est... Ils vont la voir et utiliser le temps de la série pour explorer et développer. Et en même temps, je pense que cette première saison va vraiment dicter ce qu'ils veulent à ce sujet. Tout le monde connaît déjà la fin. Allons-nous conquérir un nouveau public, une génération qui commencera à acheter les livres? Oui, oui, C'est ça. je ne sais pas. Et donc, ben, je pense que pour revenir à Severus, les maraudeurs et tout ça, hein, les maraudeurs, c'est sûr.
Sirius lui-même le dit. Quand Harry voit, moi je pense qu'il y a un moment très important dans les livres où nous aussi on ressent un peu de choc. C'est quand Harry voit dans le souvenir de Severus son père en train de faire ça, n'est-ce pas? En train de harceler. Et Harry, il en sort très déçu. Il est très déçu parce que c'est quelque chose que, tu vois, Severus Rogue a toujours mal parlé de son père. Et là, il a vu ça et il s'est dit, attends, attends. Mec. Et direct, il va voir Sirius puis Remus Lupin pour demander si son père était vraiment comme ça. Exact, il va à la cheminée, non? C'est bien ça? Et là, ils le disent eux-mêmes, non? Mec, on avait 15 ans et on était vraiment cons, on était idiots. Harry répond à ça. Je me souviens qu'il répond, j'ai 15 ans. Oui, donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne fais pas ça. Oh, c'est vraiment génial. D'accord, c'est cool, tu comprends. C'est vraiment cool parce que ça montre vraiment et ça montre la différence entre les personnages. Et Harry, il n'est pas ce genre de brute, ce harceleur. Pourquoi? Comment a-t-il été élevé avec les Dursley? Non, tu as compris, donc, genre, la dernière chose, Il a aussi été victime de harcèlement à l'école. à l'école, le genre de personne qu'il serait, tu vois? C'est ce genre de personne. Alors, on voit le contraste, on voit la différence, on sait comment sont les choses. Harry n'a pas eu la même chance que Thiago. Au contraire, son enfance a surtout été marquée par le manque. Il a même connu le besoin, la faim et Franchement, le garçon subissait des abus psychologiques et tout exactement. donc il était vraiment différent de son père sur ce point. Mais cette scène, elle me touche beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce qu'on y revient. Pour moi, c'est le sommet des maraudeurs. Quand on pense à eux, on se rappelle aussitôt cette scène, cette humiliation qu'ils infligent. Parce que tu sais quand? Voilà, c'est le fair play, c'est le fair play, c'est le fair play. Mais là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Non, parce que, tu vois, ils étaient là. Ils avaient donné des noms. Severus Rogue était là, tranquille, dans son coin. Et puis Sirius a dit, allez, on va l'embêter, on va l'ennuyer. Ils utilisent déjà des termes comme morveux aussi. Il l'appelait morveux, tu vois. Regarde le morveux, allons l'embêter. Et puis d'un coup, ils y vont et tu sais, Et ce n'est pas un simple harcèlement. Stéphane? Ouais, non. Ce n'est pas pour ça que je parle. Ouais, ce sont des gens qu'on excuse, oui, et peut-être pas. Je n'excuse pas ce type, je n'excuse pas cette attitude. Je trouve que c'était lâche, tu comprends? Mais je ne juge pas non plus son acte, du sentiment qu'ils avaient envers Severus Rogue, parce que Severus Rogue n'était pas un saint. Je trouve que c'est lâche de leur part, à quatre, de se réunir et de lancer un sort. Et d'humilier le type, je trouve que c'est lâche aussi. Humilier le gars devant la femme qu'il aimait. N'est-ce pas? Exactement, je trouve ça lâche. Il y avait encore ça, mais maintenant, on a un plus, n'est-ce pas? Parce qu'à partir du moment où il est humilié, qu'il reste en caleçon, tout ça, dès qu'il tombe, c'est pour moi l'un des plus grands retournements de l'histoire. Liliane va rembarrer Thiago, lui dire que c'était un idiot, ce qu'il était, hein, non? Tout ça pour laisser Severus tranquille. Et mec, tu sais ce que je ressens? Ce qui me rend inconsolable à ce moment-là, c'est que même en 5e année, ce n'est même pas que Liliane sortait avec Thierry. Pas encore, parce qu'à ce moment-là, elle trouvait Thierry un peu idiot. Il propose sors avec moi et je le relâche. Mais elle refuse, je ne sortirai pas avec toi. Elle fait une comparaison en disant je ne sortirai pas avec toi, même si une vache tousse. Mais ce n'est pas l'expression qu'elle emploie. Et là, il semble que Severus soit jaloux. En plus de tout, en plus d'être humilié, il devient jaloux avec cette tentative de James. En fait, il doit commencer à envisager la possibilité de les voir ensemble. Et de ne pas avoir de chance. Ouais, mais il commence, je sais pas, une petite plaisanterie. Mais je reste indigné. Thiago, avec lui qui prend Liliane, qui essaie de le défendre, de l'aider là, et lui, il dit je n'ai pas besoin de l'aide d'une mauvaise personne. Parce qu'ils étaient amis, tu vois, genre, ils étaient amis. Mec, toi qui... En y repensant, c'est vraiment un truc auquel tu penses, mec. Je ne sais pas s'il dirait ça, ni pourquoi il l'a dit. Tu sais, non. Et c'est vraiment quelque chose, tu vois. Lilian lui disait écoute, je n'aime pas ce groupe avec lequel tu traînes. C'est dans le chapitre là, l'histoire du prince. Je n'aime pas ce groupe avec lequel tu traînes. Elle dit qu'elle n'aime pas. Et là, je ne sais pas si c'est... J'ai une hypothèse, peut-être, d'accord? C'est comme ça, réfléchis avec moi. Ils étaient déjà en 5e année et Severus Rogue a grandi. Et il avait déjà cette mentalité de préjugé avec la lignée de sang. D'accord. Et là, peut-être, il était déjà influencé à 100% par ses amis au point de détester des gens. Il convient de rappeler que... Dans Les Filles moldues, Il faut rappeler que Severus Rogue, il a eu une enfance très compliquée.
En ce qui concerne son père, mais son père était un moldu, il était violent, il détestait la magie, tu vois. Il était abusif envers sa mère. Alors combien de fois on se souvient de lui, recroquevillé dans un coin, là, pendant que ses parents se disputaient et tout ça. Donc ça aussi, ça a façonné Severus parce que, tu vois, il avait cette vision-là. Je pense qu'il est très partagé sur la question des moldus. Ils sont horribles, mais minces. Lily est une émoldue et elle est merveilleuse. Et je l'aime bien. Donc je pense qu'il est partagé là-dessus, tu vois, il est partagé. Alors il est déjà arrivé à Poudlard avec, bien sûr, il est là avec Lily. Je pense qu'il est déjà arrivé avec une certaine vision, tu sais, des moldus. À cause de son propre père, oui, oui, mais aussi à cause des amitiés dans sa maison, il a aussi été davantage orienté vers ça. Tu sais, ce n'est pas comme si quelqu'un lui avait dit: écoute, bon, Sévérus, pense ça, et c'est tout. Ce sont des choix, non? Il a été influencé, oui, mais Et les films ont vraiment idéalisé Severus, n'est-ce pas? c'est sûr. Et genre, cette scène, elle a été filmée, mec, oui, et ils l'ont coupée. Et Eric met la photo de la scène en train d'être filmée. Liliane au ruban rose sur la tête. Mec, la scène a été filmée et elle est arrivée à la table de montage. Les gars ont tout simplement parlé. Et c'est un point clé du personnage, mec, tu vois. On va juste montrer qu'il subit du harcèlement et on ne montre pas sa réaction. Pourquoi? Parce que quand on arrive au souvenir du dernier film, c'est vraiment idéalisé, c'est sûr. Alors tu te dis, ah, les gens idéalisent. Severus, mec, même pas besoin, les films l'ont déjà fait, c'est ça. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que le truc avec Severus, c'est que Et ceux qui sont vraiment fans de lui veulent tout justifier de ce qu'il a fait. Et genre, non, oh le pauvre, je pense que ce n'est pas cool. J'ai une remarque importante sur ce sujet, termine s'il te plaît, car j'ai vraiment quelque chose à dire. Et donc ça, je pense que reconnaître tout ça est beaucoup plus mature. J'aime bien les maraudeurs, hein, j'aime bien, mais je reconnais qu'à certains moments, ils ont été vraiment idiots, qu'ils ont été lâches. Mais que dans le peu de temps qu'ils ont eu là, genre James, il est mort 7 ans après ça, après cet événement, Et oui, et il a commencé à sortir avec Liliane, là, en 6e. 7e année. Donc, il va vraiment mûrir quand les choses deviennent plus sérieuses, C'est vrai, il montre son côté plus sérieux. montrant aussi son côté plus sérieux. Ah, je suis d'accord, donc oui, c'est quelque chose, je pense qu'il y a un ça qui est un peu naturel pour nous de mûrir, n'est-ce pas? Ça devrait l'être. Donc Lupin, c'est Lupin. Je vois vraiment ce gars qui est forcé de mûrir très tôt. Oui, tu sais, il n'a pas vraiment le choix. Thiago, qui était super gâté, il va mûrir plus tard, n'avance pas? Sirius, lui, il n'a pas cette maturité, le pauvre. Il a cette maturité. Lupin est comme ça, en fait. Je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas d'être heureux, et je ne mériterai jamais d'avoir, par exemple, une épouse. Et si ma femme, à moins qu'elle soit enceinte, je vais fuir la responsabilité d'être père parce que je pense que je ne le mérite pas. Et il s'est condamné, n'est-ce pas? Il pense qu'il s'est condamné parce que c'est une attitude qu'on ne voit pas dans les films. Je pense qu'il est important qu'on se souvienne de ce fait, que Tonks annonce qu'elle est enceinte et Lupin s'invite à partir avec Harry et Harry. Mec, il dit la vérité, non? J'adore cette partie. J'adore cette partie. Que fait-il s'il se trompe? Il dit qu'il s'en souvient. Tu es un non. Lupin dit comme ça. Ah, ton père voudrait que je t'aide. Je ne sais pas quoi. Et là, Harry dit, je ne sais pas, non, je ne sais pas s'il aimerait ça, hein, parce que mon père, il est mort pour me sauver, moi et ma mère, non? Mes parents sont morts pour me sauver. Et toi, tu abandonnes ton fils. Je ne sais pas si mon père te trouverait aussi génial que ça, tu sais. Mais je me souviens qu'il engueule Lupin. Il le traite de lâche et tout ça. Et mec, cette attitude de Lupin, Lupin attaque Harry, il lance un sort sur Harry. ouais, parce que ça touche au fond, ça touche là où ça fait mal, ça touche là où ça fait mal. Les gens, quand ils touchent là où ça fait mal, elles se mettent souvent sur la défensive car elles savent avoir tort. Donc c'est un truc qui est automatique chez l'être humain. Je vais me défendre parce que je n'ai pas encore réussi à gérer cette faiblesse que j'ai ou cette partie de moi que je ne connais pas. Quand la tante appuie sur le fameux déclencheur, mon ami, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien que quelqu'un te dise: «Regarde, tu as tort». Non, ça ne sert à rien si tu ne comprends pas que tu as tort là-dessus. Mec, c'est Et parfois, on ne veut pas admettre qu'on a tort. Exactement. Donc je vois cette attitude de Lupin comme étant évidemment très mauvaise, mais je ne dis pas que j'arrive à comprendre le fait qu'il veuille abandonner. Donc non, mais je peux comprendre qu'il essaie aussi de faire ça pour protéger sa femme et son fils. À propos de Lupin, je pense qu'il suit une ligne droite du genre je ne mérite pas. mec, Je ne vois pas de fin heureuse dans sa tête. ce qu'il faisait était l'idéal. Je ne vois pas de fin heureuse pour moi. Mais oui, c'était aussi comme l'a dit Harry, c'était lâche, tu vois? Mec, ta famille, tu dois la protéger, tu dois rester avec eux, tu dois abandonner Tonks. Cette partie est évidente, mais c'est cool. Après que Lupin ait dit: «Mec, merci pour ce jour-là, parce que tu m'as ramené à moi-même, tu m'as ramené à mon centre». Il demande à Harry d'être le parrain de son fils. Il veut que ce soit lui. Une autre scène tournée où Lupin parle à Harry au mariage de Harry et Fleur n'a pas non plus été incluse dans le film. Ouais, bon, sa romance avec Tonks ça a été très mal développée, non? Ouais, malheureusement. Et c'est vraiment sympa le fait que il y a la question du patronus et celle de son refus d'être en couple avec elle dès le début. À cause de la différence d'âge, aussi parce qu'il est un loup-garou, non? Oui, la crainte de peut-être transmettre ça à l'enfant, non? Son statut de loup-garou soulève des questions, mec, mais voilà, ce sont ces fameuses guillemets fortes dont je parlais. Je trouve que les gens prennent trop au sérieux mon envie d'aimer un personnage, même si je n'approuve pas tout ce qu'il fait. Mec, on est en plein dans la culture pop, c'est comme ça. Alors si je te dis, ok, j'aime Voldemort, Tu vois ce que je veux dire? ou j'aime Bellatrix Lestrange, je n'ai pas le droit de l'aimer comme personnage dans l'histoire. Je ne peux jamais aimer le méchant de l'histoire parce que c'est... Non, tu sais ce que je pense, tu vois? Je pense qu'au final, certaines personnes prennent ça trop au sérieux. Mais j'étais comme ça. Non, mais certains le prennent très au sérieux. Comme si on allait se rappeler que c'est une histoire de fiction. Oui, même s'il y a des choses qui peuvent, tu vois, ressembler à la réalité, c'est une histoire de fiction. Ce personnage n'existe pas. Donc, tu vois, mec, je vais être très sincère, très sincère. Quand j'ai lu Harry Potter pour la première fois, quand j'étais adolescent, un enfant puis un adolescent, je trouvais ça génial. Les maraudeurs, sérieux. En les voyant idiots avec Severus Rogue, je trouvais ça génial, tu sais pourquoi? Parce qu'on nous montre là, ce n'est pas que je pensais ça consciemment, parce que franchement, à l'époque, je n'avais pas compris ça. Je trouvais ça génial, parce qu'au fil des livres, on découvre Severus Rogue. Super crétin avec les élèves et tout. C'était à son tour qu'on soit crétin avec lui. Je trouvais ça génial. J'étais là en mode, ah, bien fait pour toi. Il le mérite vraiment, tu comprends? Oui, il l'a mérité. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec une vision différente de l'histoire, avec une perception différente. En comprenant cela, je trouve abominable que les maraudeurs attaquent en surnombre, tu sais. Je trouve abominable que Severus Rogue traîne avec les personnes avec qui il traînait, et qu'il veuille tout simplement provoquer une expulsion, qu'il veuille dénoncer Remus Lupin parce qu'il est un loup-garou. Donc, il y a plusieurs aspects des personnages qui sont discutables, en même temps que Severus Rogue est ce connard et qu'il a ses attitudes de salaud. C'est aussi un gars qui, franchement, a donné sa vie pour que Harry puisse survivre à la fin, pour essayer de détruire Lord Voldemort. Tu vois, par remords, par regret, peu importe, mais il l'a fait, il l'a vraiment fait. Les maraudeurs étaient des connards, c'était des connards. Mais quand un ami avait besoin d'aide, ils étaient là et ont même traversé tout le processus pour devenir Animagie, juste pour accompagner Remus Lupin. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus facile de vouloir aider un ami. C'est vraiment plus facile. Oui, tu comprends ça, c'est beaucoup plus facile. Mais malgré tout, ils ont de bonnes attitudes et ils en ont de mauvaises aussi, tu vois. Donc pour moi, c'est comme ça. Mais je trouve parfois l'ambiance à Poudlard un peu trop toxique. Toute cette histoire de ah. Je voulais m'intoxiquer. Donc non, moi aussi, évidemment que moi aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu es choisi pour une maison à Poudlard et bien sûr, tu peux te permettre de ne pas être influencé. Oui, on peut avoir l'impression de ne pas être influencé, mais je pense que l'ambiance des maisons de Poudlard ne le permet pas. Ça change. Logique. Il est très propice à ce que tu sois influencé. Ah oui, surtout parce que tu vis là, c'est le sorcier. La question de c'est, Pourquoi les maisons seront-elles ta famille? je veux m'enivrer dans cette école. Moi, c'est sûr, j'aimerais bien. Mais écoute, pour revenir aussi à une question que je trouve importante, c'est la question de la beauté. Il subit le harcèlement.
Severus Rogue subit le harcèlement, il finit par perdre son amitié avec Lily, mais c'est ce que tu as dit, toi. Ceux qui ont lu les livres commencent à ressentir de la colère contre Severus Rogue pour sa manière d'enseigner. J'en discutais déjà avec Kako, on veut enregistrer un épisode, en vous donnant un petit spoiler aussi sur les choix du propre Albus Dumbledore, et on va être plus précis à ce sujet, sur certaines attitudes un peu méchantes d'Albus Dumbledore tout au long de la saga. Oui, parce que Dumbledore fait de tout le monde un jeu d'échecs. Ce gars-là est le plus grand stratège qui ait jamais existé. Stratégie, un vrai maître. Et franchement, je pense Albus Dumbledore, il a beaucoup d'attitudes discutables et on va en parler. Je pense qu'on va développer ça. Chacune d'entre elles, comme laisser Harry là-bas sur la rue des Églantiers, même avec la protection, ce que je comprends, tu vois, je pense, mince. Ouais, non, c'est sûr. Tu vois, donc, c'est ce genre de choses qu'on va aborder. Et ça inclut aussi d'engager un gars émotionnellement instable pour être professeur, ce qui ne sert à rien, tu vois. Le gars vit son traumatisme tous les jours, dans cet environnement scolaire. Et il y a même un moment dans Le Prisonnier d'Azkaban. Quand Severus Rogue, lors de l'attaque de la grosse dame, les élèves vont dans la grande salle, tout ça. Severus Rogue insiste. Eh bien, directeur, vous vous souvenez hein, que j'avais parlé de telle personne. Dans le livre, il ne cite pas de nom, n'est-ce pas? Dans le film, il cite le nom, ouais. Et Albus Dumbledore le remet à sa place, genre, il le coupe, mettant un terme à la discussion. Donc Albus Dumbledore, il a vraiment cette attitude de vouloir garder les gens près de lui. Il pense que Severus Rogue à Poudlard était bien plus en sécurité que dehors. Tu sais? Oui, je sens que Dumbledore, il ne regarde pas les gens comme des êtres humains, il voit une personne comme un puzzle ou une pièce d'échec, parfois. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais je comprends qu'il soit trop stratège, mais je ne pense pas qu'il les voit comme des pièces. Je pense qu'il voit. Justement, parce qu'il a cette vision si profonde des gens, c'est qu'il comprend comment elles peuvent finir. Ouais. Como que elas podem acabar En agissant de certaines manières, dans certaines situations, justement parce qu'il voit la profondeur des gens. Je pense que quelqu'un qui voit une personne comme un pion, Ce n'est pas qu'il est légitimement inné, tu vois. Donc le gars a aussi la capacité de comprendre ce que les gens ressentent à ce moment-là, ou pas, n'est-ce pas? Voir là surtout, ah, il y a quelque chose que tu voudrais me dire. Tu penses automatiquement à ce que tu veux dire, donc il sait ce que tu... Il connaît beaucoup de gens quand je parle. Ne pas avoir un regard humain, c'est parce que je pense que même quand il met du temps à raconter certaines choses à Harry, parce qu'en fait, il met souvent du temps à raconter. Je pense que c'est aussi une tentative d'essayer de protéger. c'est sûr. Donc, tu vois, ce n'est pas de la méchanceté, c'est comme Disney lui-même. Merde, tu as élevé le gamin comme un porc pour l'abattoir. C'est ainsi car c'est la vision transmise. Tu vas dire que tu t'es attaché à mon gamin? Mec, c'est vraiment génial, mais j'adore ça. J'adore débattre sur Dumbledore parce que déjà, à l'époque de Grindelwald, le gars était déjà un peu tenté. Les attitudes discutables avec Ariana, ça fera un super épisode ici juste pour Dumbledore. Et j'aime beaucoup en fait discuter à propos de ces personnages mieux construits, qui ont cette dualité du genre, eh bon, ils ont fait des choses bien et des choses discutables. Je pense que ça enrichit beaucoup l'histoire, tu vois, parce que je vois les maraudeurs beaucoup de cette façon, tout comme je vois Severus Rogue beaucoup de cette façon. C'est évident que moi, bon, je m'identifie beaucoup plus à Gryffondor, n'est-ce pas, Sansma? Donc évidemment, c'est ma vision. Même si aujourd'hui j'ai une vision plus mature et que je sais que certaines attitudes sont discutables, évidemment, ma vision va pencher du côté de Gryffondor, des maraudeurs. D'autant plus que j'ai toujours trouvé Severus Rogue vraiment imbuvable, la façon dont il traitait les élèves et tout, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire «Oh non, pauvre Rogue». Franchement, il a été une victime, mais je ne pense pas qu'il ait été une victime à 100%. À certains moments, il a subi du harcèlement, c'est sûr, mais à d'autres moments, il a aussi causé beaucoup de choses aux autres. Tu vois? Donc c'est quelque chose comme ça. Et Quand il a grandi, tu vois, il a continué à faire du harcèlement en tant que professeur. aussi, tu sais, comme disait ma grand-mère, c'est le sale qui critique notre... Parfait. Oh là là, c'est le sale qui critique le vaudeau. Exactement, parfait, génial. Entre guillemets, Putain, pour moi, c'est ça, c'est le sale qui critique. Va au dos. Ils ont tous des défauts à pointer du doigt, tu comprends?
Bien sûr que celui de je m'en fiche. On va dire que je déteste Rogue. Ce n'est pas un secret que je ne l'aime pas. Mais mec, ses attitudes ont pris des proportions bien plus grandes. Quand il a parlé de la prophétie à Voldemort, ça a causé la mort des Potter. Et c'est un ensemble, parce que le fait que Sirius ait changé le plan a aussi été quelque chose qui a aidé les Potter. Et à être tué, à être trahi, tué. Donc c'est une combinaison de plusieurs choses, tu vois. Oui, il a eu de bonnes attitudes, mais c'était après, quand les gars étaient déjà morts. Donc inutile, non? Après que c'est déjà fait, ah ouais, oh non, après que tout est déjà foutu, là il va s'asseoir dessus. Qui est déjà mouillé, non? C'est ça. Ce n'est pas cette phrase, mec. Et je trouve incroyable et génial que tant de personnages de la série Harry Potter, que ce soit Severus Rogue, les Maraudeurs ou n'importe quel autre personnage adulte, n'importe quel personnage qu'on pourrait citer ici, je ne sais pas s'ils sont réservés, on pourrait faire un épisode entier sur eux, la capacité de la série Harry Potter. Je pense que l'un des grands atouts de la série HBO sera de développer et de se concentrer sur d'autres personnages. Parce que je pense que l'un des plus grands points positifs de l'histoire, c'est que tout le monde semble avoir une histoire vraiment intéressante. Oui, et d'une certaine manière, elles sont toutes connectées. À la toute fin, les maraudeurs, Lily, Tonks, tant de personnages, même Mowgli, si tu regardes en profondeur, ils auront tous une histoire intéressante à raconter et à explorer. À un moment donné, oui, Neville, tu sais, Voldemort aurait pu choisir Neville pour être l'élu, n'est-ce pas? Mais il s'est identifié à Harry, au fait que Harry venait de cette famille, tu vois? Il a vu ça chez le gars? Oui, il l'a vu. Il s'est reconnu, oui. Il s'est identifié à Harry, donc il a dit que ce serait lui, et la prophétie l'a choisi. Dès ce moment, elle existe, car il a choisi d'aller voir Harry, mais il aurait pu faire autrement. Mais comme les Longbottom étaient, tu vois, genre, nous, on est sang pur, voilà, ils ne s'en vantaient pas, bien sûr, mais ils étaient sang pur. Il a dit, je vais dans la famille du métis. Ouais, donc mec, il y a beaucoup de choses dont on peut discuter, hein. Il y a sur les personnages, sur... Je pense que, pour moi, il n'y a que deux seuls personnages qui sont vraiment mauvais. Parce qu'ils sont mauvais. Dolores Ombrage est l'une d'elles. Ombrage Bellatrix. D'accord, ok. Le reste, elles ont toutes des couches. Elles ont des couches, mais c'est la couche la plus mauvaise, c'est la mauvaise couche où ça empire, ça devient encore pire. J'ai fait un reel sur les Oscars, tu vois. Harry Potter n'a jamais gagné malgré des nominations dans 2 catégories à cause de la résistance de l'Académie et des autres franchises de l'époque. Mais aujourd'hui, je vois Kimelda Staunton dans le rôle de Dolores Ombrage. Franchement, si la saga n'était pas une franchise de divertissement à succès, elle aurait été largement nommée pour le rôle de meilleure actrice dans un second rôle. Là, parce que je trouve qu'elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Helena Bonham Carter. À un certain moment, même Alan Rickman lui-même, dans Les Reliques de la Mort, partie 2, c'est que malheureusement... Alan Rickman méritait un Oscar pour le rôle de Rogue, c'est injuste. Non, surtout dans le 2 d'ailleurs, Warner a fait campagne pour sa nomination comme meilleur second rôle à ce moment-là. Mais c'est ça. Je voulais te demander maintenant, face au titre de notre épisode, à quelle conclusion tu arrives. Je trouve que les maraudeurs étaient idiots, mais ont mûri. C'est tout? Alors que certains, tu vois, Papé Tigrou, James n'a même pas eu le temps, Sirius. Il voyait qu'il avait cette rivalité avec Rogue, tu vois. D'ailleurs, dans l'ordre du Phénix, ils sont presque sur le point de se battre, d'en venir aux mains, vraiment, tu vois, quand Rogue est là, au Square Grimord. Ils ont toujours cette rivalité, ils se détestent, mais ils sont du même côté. Maintenant, je pense que c'est quelque chose, une colère qu'ils ont depuis toujours. Que, franchement, il est rare d'avoir quelqu'un qu'on n'a pas aimé dans sa vie. Depuis l'école, tu dis encore aujourd'hui, ah, tu gardes quelque chose que tu n'aimes pas. Moi, je n'aime pas cette personne. Voilà tout. Écoute, il y a une chose que je peux dire, d'accord? Le personnage qui a eu l'une des vies les plus tristes dans Harry Potter, c'est Sirius Black. Parce que depuis le début, tu vois, tu arrives à un moment où, quand il sort de prison, il n'arrive pas à prouver son innocence. Et quand il part, il essaye de vivre une vie. D'ailleurs, une des scènes les plus cool des films, c'est quand Sirius appelle Harry James. Là, tu vois, il pense encore qu'il est à l'époque de l'école, et ça, c'est vraiment... Ça a l'air d'un dialogue simple, mais il est en fait très complexe parce que Sirius n'a jamais vraiment grandi. C'est un gars qui pensait encore être à l'époque de l'école parce qu'il a perdu cette partie de lui-même. Et puis, 3 ans après sa sortie de prison, lorsqu'il est considéré comme innocent, du moins par tout le monde, le gars meurt. Le gars. La scène est très... Cette scène où il dit ça, assez beau, non? Je n'oublierai jamais ma première entrée dans ce château. Ce sera bien d'y retourner. Comme un homme libre, non?
Un homme libre? Un homme libre? Oui, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il invite juste Harry à vivre avec lui, mais il n'y a pas. La scène est très belle. Vraiment magnifique, n'est-ce pas? Oh oui, c'est vrai. Je crois t'avoir vu tweeter sur cette scène récemment. Dans mon innocence, je pensais vraiment qu'ils vivraient ensemble. Ouais, non, non, mec. Harry n'a même pas eu droit à ce bonheur, tu vois. Genre, parfois, Harry Potter, c'est une histoire un peu chiante, non? Pauvre Harry. Harry voulait déjà y aller tout de suite. Tu vois, mec? Ouais, bah tu vas être... c'est très Ron qui regarde la tasse, tu vois. Tu vas être content, mais tu vas... Non, tu vas... Tu vas souffrir, mais tu en seras content. Waouh, mec. Pour moi, c'est la définition de quelqu'un qui débute Harry Potter. J'en conclus la même chose. Je pense que la conclusion à laquelle on arrive dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que Harry Potter, d'abord, a une gamme de personnages vraiment géniaux avec lesquels tu peux discuter, débattre et explorer chacun d'eux. Et les maraudeurs, pour moi, seront toujours ces adolescents aussi qui ont eu leurs moments, tu sais, leurs mauvais moments, leurs mauvais choix. Mais au final, tout le monde, à sa manière, a réussi à atteindre, je sais pas, un moment soit de regret, soit de maturité. Oui, j'ai aussi cette image d'eux. Moi. Je ne pense pas qu'ils soient, tu sais, de grands méchants. Non, non, je ne les vois pas comme ça. Je pense aussi que Severus Rogue n'est pas un grand méchant, tu vois. Ce n'est pas genre quel méchant Severus Rogue. Il a eu de mauvaises attitudes, tout comme les maraudeurs aussi. Et c'est tout, tu vois. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Alors, je pense qu'on peut conclure ici notre discussion sur Severus Rogue et les maraudeurs. C'était vraiment une super discussion d'ailleurs, Vraiment sympa. vraiment sympa. Et c'est le moment d'appeler ce moment où les personnes qui nous regardent envoient dans leur beuglante. Et vous pouvez nous parler directement, envoyer votre message, proposer des sujets, envoyer ce que vous voulez. Nous envoyer balader? Voici le code QR, regardez les gars, c'est celui du moment. Beradorlis avec ton téléphone, mets juste ton nom et ton email, envoie ton message et là tu peux discuter avec nous. On va répondre aux questions du moment. Berador toujours à la fin des épisodes. Alors allons-y pour ce moment Berador d'aujourd'hui. Allons-y, Rafa. Ce n'est pas ce qu'on veut. Le premier message est de Christophe Rodrigues. Lisez-vous des œuvres indépendantes inspirées de l'univers de Harry Potter? J'aime beaucoup L'Arme écarlate et peu de gens la connaissent. Quel message merveilleux, j'adore L'Arme écarlate. D'ailleurs, si tu prends le troisième livre, qui est Le Maître du Temps, dans le résumé et dans la dédicace, là, il y a mon nom. C'est un remerciement de Renata Ventura, une personne chère et adorable. Une de mes phrases figure aussi sur la 4e de couverture, car elle m'a envoyé le livre avant sa publication pour le lire. Mec, j'adore L'Arme écarlate. J'adore L'Arme écarlate. Le deuxième livre est La Commission chapelière. Le troisième, Le Maître du Temps, avec une première et une deuxième partie. J'ai hâte de lire la suite. C'est incroyable, j'adore vraiment. C'est vraiment super, et il y a beaucoup de références sympas à Harry Potter dans l'histoire. Parce que, techniquement, ça se passe dans le même univers, non? Donc il y a des citations, la directrice de l'école de magie du Brésil, qui s'appelle Notre-Dame du Corcovado, n'est-ce pas? Ce n'est pas Castello Bruxo ni officiel de Harry Potter, c'est juste une histoire dans le même univers. É, Et donc il y a la Notre-Dame du Corcovado. Et la directrice, qui est Zo, elle, à un certain moment, le premier livre se passe en 97, 96, 97. Et puis, à un certain moment, elle reçoit un message annonçant la mort d'un sorcier important, qui est la mort de Dumbledore. Et genre, elle va aux funérailles de Dumbledore. C'est vraiment trop cool. Ça ne cite pas Dumbledore directement, tu vois, mais c'est super. Waouh, génial. J'ai rencontré Renata, elle est adorable. J'ai déjà les deux premiers, dont L'Arme escalade que je dois lire. C'est vraiment génial. Yasmine Silva a envoyé ici. Salut les gars, vous pensez que l'esthétique des sorts sera très différente de celle des films dans la série et les Patronus? Très bonne question. Question sympa comme ça, esthétique différente, peut-être. Je pense que oui, je pense qu'il peut y avoir une esthétique différente. Je pense que ça ne va pas trop s'éloigner du genre lumière, tu vois, plasma et tout ça, parce que je pense que ça donne vraiment une touche de magie. Mais je pense qu'il peut y avoir une certaine innovation. Le truc avec les Patronus, je préfère largement le Patronus dans l'ordre du Phénix, qui est plus bleuté, que celui dans le prisonnier. D'Azkaban qui est plus laiteux, tu vois. Ouais, mais la scène d'Azkaban est très belle. Elle est magnifique, hein. Pour moi, c'est la plus belle de la série. Je pense que le Patronus peut avoir une consistance différente. Honnêtement, ce bouclier blanc qui fait comme ça, je pense qu'il pourrait être meilleur.
Je pense que si c'était une texture différente, plus informe, quelque chose comme ça, ce serait plus sympa. Show et Take, qui est justement Harry avec le cercle et les détraqueurs essayant d'entrer, va jusqu'à nous, c'est génial. Alfonso Cuarón, très en avance sur son temps. Au-dessus du temps. Raphaël Villas-Boas, vous devez inviter quelqu'un du podcast déjà terminé, La Maison Éléphant, Coldigor ou Larissa. Ce serait vraiment génial d'en inviter un, parce que j'écoutais La Maison Éléphant. D'ailleurs, j'ai déjà participé à un épisode de La Maison Éléphant. C'était précisément sur le prisonnier d'Azkaban. C'était sur le chapitre Gryffondor contre Serdaigle, auquel j'ai participé. C'était vraiment super et ce serait vraiment, vraiment génial de les inviter ici. Un salut à l'équipe du site Animagos. Tu sais ce que j'aimerais inviter un jour? Des gens de l'époque des vrais fansites, Potterish, Scar Potter, Animagos, et discuter de ce qu'a été la folie des fansites. Génial, génial, génial. Raphaël Villas-Boas, c'est aussi la suite. Il a réalisé un podcast couvrant toute la saga chapitre par chapitre. Harry Potter, merci pour ce magnifique travail que vous faites. J'adore votre chaîne à tous les deux. Bisous. Désolé Rafa, je n'avais pas vu le complément dans ta question. Je ne l'ai pas signalé non plus, mais merci Raphaël, une grosse accolade pour toi et bien sûr, ton idée sera ici. Carlos Fernandez a envoyé. Y aura-t-il un épisode auquel on pourra participer en direct? Je vous suis depuis si longtemps que je ne m'en souviens plus. J'ai 35 ans. Hé, C'est mon âge, 35 ans. mon cher, oui, on a envie de faire des épisodes en direct. Le problème de l'épisode n'est pas vraiment un problème, n'est-ce pas? C'est ça le truc avec l'épisode en direct, c'est que il a besoin d'une autre structure. On ne peut pas faire un épisode en direct avec la structure qu'on utilise ici pour enregistrer cet épisode. Maintenant qu'on a la caméra ici, l'éclairage et tout, le direct a besoin d'une équipe. Là, on a Boubou derrière les caméras, tu vois, qui gère tout pour nous, qui fait tout. Mais il nous faut une équipe avec une petite table là-bas et tout. Le direct, c'est différent, donc il faut une autre structure et on garde ce direct pour plus tard. Peut-être pour la sortie de la série? Oui, on pourra alors le faire. Nous préparerons quelque chose de spécial pour la sortie de la série. Nous allons y réfléchir attentivement. Je partage votre avis. C'est vraiment génial la sensation de voir que la personne est en direct, d'envoyer un message là. Non, bien sûr, on veut le faire. Peut-être après un épisode de série, comme ça, on le fera, je ne sais pas. Peut-être un avant-goût, non, du premier. Et Enfin, on pense, oui, à le faire en direct. Tu peux être tranquille. d'ailleurs, sponsor, sentez-vous libre de... Eh bien, nous avons déjà toutes les idées. Sentez-vous libre de... Venez avec nous. Venez avec nous. Ce sera un succès lors de la série, tu verras. Viens avec l'argent, on s'occupe du divertissement. Et c'est tout. Le moment criard d'aujourd'hui se termine ici. Bien, d'accord? Merci beaucoup encore une fois, s'il te plaît. C'est ta chaîne, fais les honneurs. Vraiment, Pour ta présence ici dans notre deuxième maison. ce gars, c'est Kako que je ne connais pas, ce Kako sans chapeau, tu vois, mais j'ai aimé, c'est les lunettes et sans chapeau, tu vois, maintenant. Mais comme l'a dit Ale, on devient cultivé. Diego avec des lunettes, moi sans chapeau. Je suis allé revoir YouTube avec des lunettes. Au début, je parle brièvement, non, je parle. Ce sera l'épisode le plus court. Ensuite, je m'exprime plus cultivé, puis toi. Je me souviens que j'ai été plus bref. Je parle cultivé, je voulais aussi, puis je fais court, puis à nouveau cultivé, et toi aussi. Tu comprends? Au final, waouh, c'est ce que je dis. Ma diction devient horrible quand je suis excité. C'est lié à l'histoire de l'Observatoire. N'attendez rien de positif de nous. Lors du lancement de la série, ce sera un moment. Travailler avec ces stylos-là. On met la pointe et ça tient, mais c'est ça. Les gars, s'il vous plaît. Faites-le pendant la pause. Il n'y a que Thiago. Non. Sérieusement, j'ai besoin de ma voix. Elle devient mauvaise quand je suis excité. Les gars, merci d'avoir regardé un épisode de plus ou d'avoir écouté un épisode de plus ici de C'est sans Reservada, notre podcast sur Harry Potter. Voilà, je suis très heureux d'avoir ce projet ici avec toi. Merci, merci, c'est vraiment, vraiment génial. Merci beaucoup. Quand Kako viendra la prochaine fois, j'espère aussi qu'il dira la même chose. Merci les amis, non. Non. Avant, une dernière chose. Tu savais qu'à chaque fois que je pars pour enregistrer le podcast, Katharina demande: Hein? Où tu vas, papa? Et elle? Au début, elle demandait où j'allais. Puis en me voyant partir, elle disait: Tu vas travailler avec tonton Thiago. Elle parle et elle dit comme ça, tu vois, elle dit à ses amis comme ça: Ah, je vais travailler, tu vas travailler. Et alors, Raïssa demande: Comment tu travailles? Elle répond: Avec tonton Thiago. Elle dit ça parce qu'elle m'entend le dire, non? L'objectif, c'est que dans 2 ans, on dise juste tonton Kako.
Merci.